Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre un peu de votre temps de cette journée pour participer à ce temps de rencontre où donc nous représentons, ma collègue et moi, les deux agences immobilières sociales du département. Alors je vais me présenter. Donc Claude Péclet, moi je suis le directeur de Solia AIS, agence immobilière sociale. Donc moi, c'est Sylvira, donc directrice de l'agence immobilière à vocation sociale ISBA. Voilà, ce qu'on vous propose, c'est que à tour de rôle, on va présenter nos structures. Et puis, bien évidemment, on vous donnera la parole pour répondre à des questions. Alors, Solia AIS Saône-et-Loire, c'est une agence immobilière sociale qui existe depuis pratiquement une vingtaine d'années, qui gère aujourd'hui sur le département de Saône-et-Loire environ 350 logements, répartis sur 100 communes, voilà, principalement dans les bourgs et villes du département, mais aussi dans des petites communes. La moitié du parc est propriété de propriétaires bailleurs privés, et l'autre moitié appartient à des collectivités locales, puisque des communes nous confient également leurs biens. Alors, ce qu'on peut dire sur l'objectif, je dirais commun de toute façon des agences immobilières sociales, c'est permettre de proposer des solutions de logement à des personnes qui ont des difficultés pour accéder au logement de manière traditionnelle, voire pour se maintenir dans le logement. Je dirais que ça, c'est la base générale et la vocation de nos agences immobilières. On reparlera tout à l'heure des moyens avec lesquels on va effectivement aller chercher du logement pour répondre aux besoins de ces publics. Voilà en tout cas, aujourd'hui, on intervient dans le cadre d'un agrément préfectoral. Voilà. On intervient dans le cadre, bien évidemment, de l'économie sociale et solidaire, ce qui justifie aussi notre présence ici. Donc voilà pour les quelques chiffres que je voulais vous donner sur l'agence immobilière sociale, donc Solia, du département. Et je vais donc laisser la parole pour les chiffres de présentation d'ISBA. Merci. Donc nous, ISBA, on est une agence immobilière à vocation sociale. On appartient à plusieurs fédérations. Donc la première, c'est la fédération FAPIL qui nous donne ce label AIVS. L'autre fédération à laquelle nous appartenons est la fédération d'Habitat et Humanisme, qui est une association qui lutte pour l'accès au logement des personnes défavorisées en achetant des logements et en accompagnement de manière bénévole ces personnes. Et puis, on est aussi adhérent de la FNAIM parce qu'on est avant tout une agence immobilière. Et dans ce cadre-là, on est obligé de respecter toute la réglementation liée à une agence immobilière classique. Donc, je vais vous présenter moi un petit PowerPoint. Donc comme l'AIS Solia, donc nous, on est un professionnel de l'immobilier. Donc on fait tous les actes de gestion courante d'une agence immobilière classique et notre vocation, c'est pour faire bénéficier des personnes en difficulté économique et sociale. Donc on va, pour ces personnes, réaliser ce qu'on appelle une gestion locative adaptée. C'est-à-dire que toute personne qui va être logée chez nous va avoir un accompagnement spécifique et adapté à sa situation. Et donc cet accompagnement, il se déroule au travers d'un travail d'une conseillère en économie sociale et familiale, donc un travailleur social qui pourra suivre les familles. Donc toutes les familles qui se trouvent en grande précarité liée au logement pourront avoir ce suivi-là. Alors nous, notre implantation, on couvre la Saône-et-Loire et la Côte d'Or par le biais d'une succursale qui est portée par Habitat Humanisme Côte d'Or. Et donc notre parc se situe pour l'instant essentiellement donc, sur le Chalonnais, sur le Grand Chalonnais. Oui, allez-y. Non, mais simplement en complément d'information, je ne reviens pas sur ce qu'a dit ma collègue parce que sur la mécanique, on est sur les mêmes méthodes. Et sur la question des territoires, vous voyez, on n'a pas de problème. On est sur des territoires un peu spécifiques les uns les autres.
Nous n'intervenons quasiment pas, nous, sur ce territoire-là, sur le Chalonnais, et plutôt sur le reste du territoire. Effectivement, on travaille en très bonne entente parce qu'effectivement, on ne couvre pas le même territoire. Et de toute façon, il y a des besoins partout et sur lesquels plus on est effectivement, plus les personnes ont la chance de trouver une réponse adaptée. Donc la gestion locative adaptée, c'est ce qui va nous différencier d'une agence immobilière classique comme des offices HLM. Donc nous, on fait vraiment une gestion locative, comme je vous disais, adaptée au public. Elle se déroule autour de 3 temps de vie des locataires. À l'entrée, on va accompagner la personne dès son entrée au travers l'accès aux droits au niveau des fluides, l'accès aux droits au niveau de tout ce qui est papier, APL, etc. Et en plus, on va avoir une attribution spécifique, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire une attribution sur mesure adéquate. C'est-à-dire qu'on a une connaissance du profil du demandeur et on va attribuer un logement dans le cadre d'une commission. Ensuite, ça va être pendant toute la période d'occupation, à la moindre difficulté, on interviendra auprès du locataire. Et enfin, à la sortie, on va accompagner le locataire à son départ, donc soit au travers d'aides, montage de dossiers, de demande de logement auprès d'autres bailleurs, et puis on va l'aider à préparer sa sortie en faisant un pré-état des lieux et en étant là avec lui pour l'aider sur des réparations. Donc là, ça c'est un peu caché, donc je vous parlais de notre conseillère en économie sociale et familiale qui fait toute une partie de ce travail. Alors nous, ce qui nous différencie, on va dire, avec Soulia, c'est que nous, on travaille avec l'association Habitat Humanisme, qui apporte un petit plus par rapport à l'accompagnement bénévole qu'il propose. Donc tous nos locataires, on leur propose un accompagnement qu'ils acceptent ou refusent. Et cet accompagnement, il se traduit de manière soit individuelle, un bénévole qui va suivre une famille, soit de manière collective au travers de sorties ou d'ateliers, soit au travers d'aides aux travaux locatifs. Donc on a des bénévoles bricoleurs qui vont aider les locataires à faire tout ce qui est à la charge du locataire, poser des tringles à rideaux, refaire des joints autour des éviers. Et puis une aide au niveau des économies d'énergie, donc qui va permettre aux locataires de faire des économies d'énergie au travers de kits et au travers de conseils de bon usage. Et donc on va revenir là sur tous les avantages de passer par une AIS ou une AIVS. Donc Alloué Solidaire. Oui, voilà, on va se répartir. Simplement un chiffre. Aujourd'hui, on est dans le cadre de ce salon de l'économie sociale et solidaire et sur les questions de l'insertion professionnelle. Pour ce qui nous concerne au niveau de l'agence immobilière Solia, aujourd'hui, sur les 350 logements que l'on gère, on a à peu près 40% des personnes qui sont dans ces logements qui sont dans un parcours d'insertion professionnelle. Ce sont des gens qui sont soit dans le cadre d'un CDD, ce sont des gens qui sont salariés ou en structure d'insertion, ce sont des demandeurs d'emploi, ce sont certains au bénéfice du minima sociaux, et puis on a aussi quelques jeunes dans le cadre de contrats d'apprentissage. Voilà, donc ça représente une part qui est non négligeable de l'occupation. Pour le reste du parc, ce sont des publics qui ne sont pas spécialement dans un parcours d'insertion. Ce sont des gens soit qui travaillent, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, je pense beaucoup aux familles monoparentales, qui ont des petits revenus. Et puis, on a la question aussi des réfugiés, puisqu'il y a quelques situations où on a pu aussi répondre à des besoins sur des publics réfugiés. Et puis, nous travaillons aussi dans le cadre de l'intermédiation locative en lien avec les services de l'État pour reloger des personnes qui sortent de structures d'hébergement. Voilà, mais je voulais faire le zoom sur la partie insertion professionnelle puisque c'est aussi un peu le cadre de notre débat. Alors la question, on ne peut pas travailler si on ne mobilise pas du parc de logement. Et donc il faut aller chercher ce parc de logement, il faut faire de la captation, voilà, donc par différents moyens. Et finalement, comment on va convaincre un propriétaire bailleur privé de nous confier son bien pour qu'on puisse y loger ces publics prioritaires dont on vient de vous parler. Alors il y a plusieurs éléments. Le premier, si vous voulez, c'est, je crois que pour tout propriétaire bailleur, la question numéro 1 qui arrive, c'est la sécurité du paiement. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, quand une personne est en difficulté, quand elle va dans une agence de droit commun,
si elle ne présente pas les garanties, si elle n'a pas 3 fois le montant du loyer en salaire, eh bien, elle a du mal à accéder. Donc, un des atouts que l'on a dans le cadre notamment de l'agence immobilière sociale Solia, c'est qu'on va proposer le dispositif Visal, Visa pour le logement et l'emploi, à toutes les personnes qui rentrent dans les logements. Vous savez que Visal, c'est un dispositif qui est réservé à des jeunes dans un parcours d'insertion, etc. Et il y a eu une dérogation qui a été faite pour les locataires qui rentrent dans des logements gérés par une agence immobilière sociale. Et donc, évidemment, pour le propriétaire, c'est une sécurité dans la mesure, alors d'une part, elle est gratuite pour lui, et puis dans la mesure où, eh bien, effectivement, cette garantie Visal va garantir 36 mois de loyer et charges pendant la durée du bail. Voilà, donc ça c'est un élément important. Depuis le 1er janvier 2019, il y a un élément supplémentaire puisque Visal va apporter aussi une petite aide pour les dégradations à hauteur de 2 mois de loyer et charges. Donc ça c'est quelque chose d'important. Quand on rencontre les propriétaires, on leur parle de la sécurisation. Et ce que vous a dit ma collègue tout à l'heure sur la question de l'accompagnement, c'est un deuxième élément de sécurisation. C'est de dire, on ne vous lâche pas, on va accompagner, tel qu'elle l'a décrit tout à l'heure, avec des travailleurs sociaux, on va accompagner les ménages dans votre logement, donc soyez rassurés là-dessus. Premier point. Le deuxième point, eh bien évidemment, c'est la carotte fiscale. Voilà. Et donc on inscrit notre action dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Louer abordable, avec le dispositif COS, du nom de notre ancienne ministre du Logement, qui avait mis en place ce dispositif le 1er janvier 2017, et qui permet à un propriétaire qui nous confie le bien à ISBA ou à nous, dans le cadre de ce qu'on appelle l'intermédiation locative, de bénéficier d'un abattement de 85% sur ses revenus fonciers. Voilà. Alors, c'est pas neutre, hein, c'est pas neutre, et vous comprendrez que plus on est haut dans le taux marginal d'imposition, plus on a un intérêt à rentrer dans ce dispositif-là. Voilà, donc ça, c'est les deux éléments essentiels qui font qu'on arrive à convaincre les gens. Cela dit, je ne sais pas comment vous voyez les choses de votre côté, mais pour nous, il n'y a pas que ça. Il faut aussi qu'on ait en face de nous un propriétaire qui comprenne le sens de ce que l'on fait et le sens de notre action. Moi, j'ai vu des propriétaires parfois venir nous voir en disant « Je vous confie mes logements avec le seul intérêt fiscal ». Évidemment, ils ont vite compris que 85%, ils font leurs calculs, etc. Et on se rend compte que ça ne va pas marcher parce qu'il n'y a pas ce partage des valeurs et le sens de l'action. Donc, je vais vous prendre un exemple très concret qui m'est arrivé il y a 2 mois, où j'ai résilié un mandat avec un propriétaire parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs de l'approche, et notamment sociale de son projet. Voilà. Donc ça, c'est important qu'on ait cette dimension sociale du propriétaire pour s'engager dans le projet. J'ai même envie de rebondir, effectivement, de toute façon, on les voit, les propriétaires qui ont la fibre sociale, les propriétaires solidaires ou non, on le voit quand on va négocier le montant du loyer, parce qu'effectivement, il y a cet avantage fiscal qui permet aux propriétaires de se dire, super, avec un loyer plafond à 400 € de mon T3, je vais pouvoir avoir une déduction de 85%, mais au-delà de ça, nous, on va proposer peut-être un loyer inférieur, parce qu'au final, il faut adapter, il y a des prix plafonds au mètre carré, mais on se dit, une personne avec un enfant va pouvoir intégrer un T3, ce T3, finalement, il va y avoir peut-être des charges, parce qu'on va être dans un immeuble collectif avec des charges d'ascenseur, des charges de gardien, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on fait que du diffus. On n'est pas propriétaire de tout un immeuble. On va avoir en gestion un logement dans un immeuble lambda. Donc du coup, effectivement, il faut aussi que le loyer soit adapté aux charges de l'immeuble. Donc finalement, nos loyers, on va les proposer au plus bas possible. Et finalement, là, on va voir si la vraie solidarité du propriétaire, c'est soit il accepte ce loyer beaucoup plus bas, et auquel cas, effectivement, on prendra le logement en gestion, soit il n'accepte pas le loyer bas, et auquel cas, on ne suivra pas. Et comme nous, on dit aux propriétaires, plus votre loyer est bas, moins vous avez de risque d'impayé, moins vous avez de risque de vacances, et donc moins de dégradation. Donc au final, c'est du gagnant-gagnant, parce que tout le monde gagne à avoir un loyer vraiment maîtrisé. Et par rapport à la loi COS, au-delà des 85%,
un propriétaire qui s'engage à passer par une agence immobilière sociale ou à vocation sociale a une prime de 1 000 € en fonction de la situation géographique de son logement, mais peut bénéficier d'une prime de 1 000 €. Et le déficit qu'il peut avoir est même majoré dans le cadre de la loi COS. Donc si jamais il fait des travaux et qu'il a effectivement un déficit à reporter sur ses revenus globaux, dans le cadre de la fiscalité COS, il est augmenté à 15 300 €, donc ce qui peut être aussi quand même relativement intéressant. Et je rebondissais sur le fait que vous disiez qu'effectivement c'est un chemin pour l'emploi dans le cadre de notre relogement, mais on le voit, nous on a beaucoup de personnes qu'on reloge qui étaient hébergés à droite à gauche, qui avaient déposé des CV, mais quand on est une fois chez sa sœur, une fois chez un copain, etc., c'est compliqué de pouvoir prétendre à trouver un emploi. Et finalement, nous, le fait de reloger ces personnes, de les stabiliser au niveau du logement, permet effectivement de pouvoir ouvrir leurs recherches au niveau de l'emploi. Oui, je crois qu'on ouvre vraiment des perspectives pour ces publics-là. Et puis, à travers le dispositif, par exemple, de garantie des impayés de loyer, il n'y a pas le besoin du garant. Or, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas toujours simple d'aller rencontrer ses parents. Et des fois, on est en rupture, ou de la famille, ou des amis, en disant « j'ai besoin d'un garant pour prendre ce logement ». Grâce à ce dispositif-là, ça ouvre les champs du possible pour les publics. Voilà, je crois que ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement important. Je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Peut-être que voilà, on va laisser la parole à la salle. Alors, il faut prendre un micro pour que ça marche. J'avais 2 questions. Je me demandais en fait s'il y avait des critères pour la sélection, on va dire, des personnes qui vont aller dans les logements. Et également s'il y avait une durée maximale pour l'occupation des logements, si c'était un parcours d'1 an, de 2 ans, ou si c'était jusqu'à ce que la personne elle trouve une solution pérenne, on va dire. Alors, pour la question relative à la durée, il faut savoir qu'on est dans le droit commun. On est dans le droit commun. Je rentre dans un logement dans le cadre d'un mandat de gestion. J'ai un bail, c'est un logement conventionné, j'ai un bail de 3 ans, renouvelable. Et si je veux rester 2 ans, 3 ans, 4 ans dans le logement, je peux bien évidemment y rester. Et puis, comme on continue de parler à 2 voix, sur la première question sur les choix, tu veux répondre ? Nous, ce sont les travailleurs sociaux qui nous adressent des dossiers de demande de logement, en fait. Et en fait, on reçoit ces dossiers, on reçoit les personnes en entretien individualisé pour évaluer la situation du locataire, enfin du demandeur. Et puis après, on a, nous, ce qu'on appelle des commissions de validation. Et en fait, on va essayer d'évaluer les capacités de la personne à occuper un logement de manière autonome. Et on va essayer d'évaluer nos capacités à accompagner cette personne. Et si la réponse est oui, elle est en capacité d'avoir un logement autonome, et oui, elle peut être accompagnée par nos structures, à ce moment-là, on va valider le dossier. Donc nous, c'est... Enfin, je veux dire, on est en tout cas, le travail, c'est très important de ce que vient de dire ma collègue, mais c'est vrai que le travail d'analyse au départ de la demande, comprendre sa capacité à habiter, la capacité financière aussi, les taux d'effort. Par exemple, Visal ne prend pas quelqu'un, ne va pas apporter sa garantie à quelqu'un qui a un taux d'effort supérieur à 50%. C'est déjà très haut, donc forcément c'est un premier travail que l'on fait. Mais plus globalement, on va accompagner avec notre conseillère en économie sociale et familiale, bien établir un projet budgétaire, par exemple, en disant parce qu'il y a le loyer. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, un des problèmes, c'est les charges. Et aujourd'hui, par exemple, nous, on a imposé qu'on va prendre un logement dès lors qu'il aura une performance énergétique minimum. Parce que certains propriétaires pourraient être tentés de se dire « bon, j'arrive pas trop bien à louer mon logement, je vais le passer à l'agence immobilière sociale ». Non, ça marche pas. C'est pas, voilà, je pense qu'il faut qu'on soit très attentif à cette question-là parce que des personnes se mettent en difficulté aussi par rapport à la problématique du paiement des charges. Et donc on veut verrouiller l'ensemble loyer et charges. Quels sont les coûts de vos services et sont-ils attribués aux propriétaires ? Alors, on va répondre... alors là, attention, ça va être compliqué. Donc, c'est très simple. Si vous voulez...
nous, le coût au niveau de l'agence immobilière sociale, on est sur un taux d'honoraire qui est de 7,2% du montant des loyers encaissés. Voilà. Plus donc les frais d'entrée dans les lieux, qui sont en moyenne aux alentours de 300 € à peu près. Alors, la loi nous impose de toute façon que les frais d'entrée soient partagés obligatoirement entre propriétaires et locataires. On est similaire à peu près en termes d'honoraires. Nous, on est à 8% sur les sommes encaissées et on a des frais d'entrée dans le lieu de 150 €. Donc voilà, ça reste... Moi, je voudrais compléter aussi quelque chose qui est important. Notre modèle économique, il est, je dirais, fragile malgré tout. Hein, parce que on a la peine on applique des taux d'honoraires qui sont parfois même inférieurs à ce que pratiquent des agences. Et en plus, on vient les appliquer sur des loyers qui sont 20, 30, 40% plus bas que le marché. Donc, si vous voulez, ça fait la double peine. Donc, il faut redire les choses, c'est qu'on a besoin du soutien de nos partenaires pour pouvoir équilibrer nos situations, nos équilibres financiers. Bien évidemment, nos deux partenaires principaux, c'est le conseil départemental et c'est l'État, et notamment l'État au titre de l'intermédiation locative, pour nous aider à équilibrer nos budgets qui restent encore une fois très, très fragiles. Est-ce que vous avez des files d'attente de locataires et donc est-ce que vous devez faire de la prospection en continu pour satisfaire la demande? Alors, pour ce qui nous concerne, je n'ai pas les chiffres, il faut savoir qu'on reçoit entre 4 et 5 fois plus de demandes que nous faisons d'attributions par année. Je pense qu'aujourd'hui, une des questions est... on était avec Julien de Normandie, le ministre, la semaine dernière, dans le cadre d'une demi-journée organisée par notre fédération, ce qui me permet de saluer la présidente de la Fédération nationale, Hélène Pélissard, qui est avec nous aujourd'hui, Solia. Il nous disait, la question aujourd'hui, c'est une question de logement. On est plus sur une question de trouver les logements et le bon logement. Donc ce travail de prospection, il est extrêmement important et c'est pas si simple que ça de capter des logements et de convaincre des propriétaires de venir. En tout cas, je pense qu'on bloque plus là-dessus que sur, hélas, si seulement on avait peu de demandes, ce qui voudrait dire que voilà, les problèmes seraient donc beaucoup moins importants. Oui, effectivement, parce que nous aussi, on reçoit plus de 200 demandes de logement par an, et puis on a une file d'actifs de 60 sur lesquels, effectivement, il faut qu'on trouve une solution. Par contre, effectivement, prospecter, c'est compliqué, parce que quand bien même on arrive à avoir des propositions de logement, derrière, effectivement, on va faire un tri qui va quand même être très sélectif, lié au loyer et lié à la performance énergétique du logement et lié aux charges afférentes. Donc au final, on se retrouve un peu dans un entonnoir où il y a des logements qui arrivent, on en a très peu, et puis de l'autre côté, il y a un amas de demandes qui arrivent. Oui, je voulais vous demander, dès lors que donc une location est convenue avec un propriétaire, est-ce que vous avez en quelque sorte un délai pour proposer un locataire à ce propriétaire ou qu'est-ce que en fait, parce que j'ai en tête, donc je travaille sur Chagny, sur la ville de Chagny, et on est informé régulièrement donc des logements disponibles, et j'ai l'impression que là, ça fait un petit moment où il y a c'est les mêmes logements qui restent disponibles, où du coup ça répond pas forcément à la demande, quoi, aux besoins. Donc, qu'est-ce qu'il en est dans ces cas-là? De toute façon, bon, déjà, on a une obligation de moyens et non pas de résultats vis-à-vis d'un mandat de gestion, c'est-à-dire qu'on doit mettre tout en œuvre pour relouer les logements. Nous, on n'a pas de vacances sauf sur des logements en travaux, évidemment. Pour ce qui après, effectivement, il existe des cas de logements qui sont situés peut-être sur des communes ou avec des loyers un peu chers, pour lesquels effectivement il y a plus de difficultés de trouver un locataire. Mais en règle générale, je crois qu'on arrive toujours à trouver preneur. Mais il se peut effectivement que des logements restent vacants quelques mois,
par exemple, mais tout simplement parce que, bon, sur un parc comme le nôtre qui fait 350 logements, par exemple, je vous disais, on a été créé il y a une quinzaine d'années, on avait des logements qu'on a captés dans un contexte qui était très différent il y a 15-20 ans, entre 15 et 20 ans, et dans un contexte économique, social qui était différent, qui était aujourd'hui, si on avait à se dire, tiens, est-ce qu'on prend un logement dans cette commune, peut-être qu'on ne le prendrait pas. Et il nous arrive aujourd'hui de résilier des mandats aussi, parce qu'on considère que ça ne correspond pas aux besoins du territoire, ou parce que le logement n'est pas suffisamment de qualité par rapport au public qu'on veut accueillir. Ce qui se passe, effectivement, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec de la vacance, mais on essaie de le suivre le plus près possible, et puis d'essayer de réduire, bien évidemment, ces délais-là. Vous parlez d'intermédiation locative, comment ça s'organise ? Est-ce que le locataire est signataire d'abord de votre association et le bail glisse après ou... Alors, ça, c'est une bonne question. Plusieurs types d'intermédiation locative. Voilà, puisque vous nous donnez l'occasion, on va pas faire un grand cours sur la question de l'IML, mais en tout cas, aujourd'hui, l'intermédiation locative se décline sous 2 formes. La location sous location et le mandat de gestion. Pour ce qui nous concerne, je ne sais pas Isba, en ce qui nous concerne, nous ne faisons pas de location sous location ou de manière très à la marge. Voilà, et nous faisons exclusivement le mandat de gestion. Donc, dans ce cas-là, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, le locataire signe le bail avec nous en tant que représentant du propriétaire. La même chose pour nous. Voilà. La différence sur l'accompagnement lié dans le cadre de l'IML mandat de gestion, c'est qu'on va avoir un accompagnement qui va être renforcé dans les premières années, au moins les 2 premières années de l'entrée dans les lieux, avec des visites à domicile plus fréquentes, un accompagnement plus pressant au niveau du locataire. Parce qu'on a des moyens financiers qui nous sont donnés pour le faire. Voilà. En tout cas, là aussi, sur le discours qu'on a eu la semaine dernière, l'État, notamment, encourage vivement le développement du mandat de gestion. Voilà, ça, c'est la politique du logement d'abord. L'État pousse vraiment au développement de la forme d'intermédiation locative via le mandat de gestion. Moi, j'avais une question par rapport au fait que vous disiez que vous avez beaucoup de demandes et que donc, visiblement, il y a des gens qui potentiellement peuvent être en situation d'attente. Comment est-ce que vous travaillez avec les autres partenaires acteurs du logement ? Je pense, comment est-ce que vous avez des coopérations avec les bailleurs sociaux ? Comment vous travaillez avec les autres acteurs du logement tels que le CLAGE sur Mâcon ou les résidences Habitat Jeunes sur le restant du département ? Comment est-ce que vous pouvez éventuellement réorienter des publics ? Est-ce que vous le faites ou est-ce que ça peut se faire ou est-ce que c'est pas dans la philosophie de vos AIVS ? Je vais prendre un exemple, par exemple. Aline Villaume, qui assure la responsabilité là, sur le secteur, a un travail partenarial important avec l'association Le Pont. Et on a un certain nombre de publics qui nous sont envoyés par l'association, qui sont en lien avec l'association, qu'on va pouvoir loger. Donc ce travail, il est fait. Il est fait énormément en lien avec les travailleurs sociaux du conseil départemental dans les territoires, bien évidemment. Je dirais que vous avez posé la question par rapport aux bailleurs publics. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ait une relation partenariale avec les bailleurs publics. D'ailleurs, on se rend compte que peu de ménages que l'on loge viennent du parc public. Je ne sais pas si c'est culturel et que finalement c'est 2 mondes qui vivent l'un à côté de l'autre. En tout cas, pour ce qui nous concerne, sur le parc public, les relations sont relativement restreintes. De toute façon, on ne peut pas travailler sans partenariat. On est obligé. Après, on est dans le cadre d'un parcours locatif. C'est-à-dire que les personnes qui sont en résidence sociale, en foyer, jeunes travailleurs, etc., et qui, dans leur parcours, vont pouvoir accéder au logement autonome, en fait, c'est les structures qui vont nous adresser les personnes, en fait, dans le cadre de leur sortie d'hébergement. Après, effectivement, dans le cadre d'une sortie d'hébergement ou autre, une personne qui n'a pas de logement, le travailleur social référent va faire un dossier de demande de logement aux AIS, AIVS, mais aussi au parc public, parce que le but, c'est de lui trouver une solution à cette famille. Donc, effectivement, nous, on est une autre alternative au parc classique. Et cette alternative, elle est que nous,
notre parc, il est essentiellement en centre-ville et qu'effectivement, il arrive que l'on ait énormément de dossiers, de demandes de logements, de personnes qui sont dans le parc social qui veulent en sortir pour avoir un logement dans le diffus, voilà, et en centre-ville. Un peu une de nos différences, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est, je trouve, assez complémentaires, c'est que notre présence, par exemple, sur Solia AIS, c'est plutôt du parc diffus, voire même dans certaines communes rurales. Et je sais que pour en avoir discuté avec les services du département, c'est quelque chose d'important parce que éviter de déplacer un problème, c'est peut-être effectivement pouvoir proposer une solution dans la commune où la personne est déjà installée ou à proximité, si les enfants sont scolarisés ici ou là. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a peut-être moins de demandes qui nous arrivent de gens qui sont dans le parc public, mais peut-être plus dans le parc privé, parfois dans des logements chers, très inconfortables, mal isolés, et pour lesquels les personnes ont besoin de trouver une autre solution. C'était plus un retour sur expérience. J'ai eu l'occasion plusieurs reprises de travailler avec ISBA et je voulais dire que j'étais vraiment satisfaite de l'accompagnement qui a pu être en tous les cas accordé aux personnes et ça va au-delà de l'accompagnement social et c'est le respect de la personne en lui proposant un accompagnement individuel ou collectif. Je trouvais que c'est hyper important. Et je trouve dommageable qu'il n'y a pas assez de logements sur le Tournujois, où voilà, il doit y avoir un logement. Alors, peut-être une information, puisque vous parlez de Tournu. Donc, avec notre autre association, donc Solia, j'allais dire tout court, on est opérateur actuellement de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat sur la ville de Tournu dans le cadre du projet de revitalisation de la ville. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une très forte mobilisation de propriétaires, d'investisseurs pour réaliser des projets sur la ville. Ce qui laisse présager que dans les mois à venir, il y aura une offre nouvelle de logements, puisque la plupart du temps, les propriétaires qui vont bénéficier d'aide, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, vont devoir passer par un conventionnement s'ils veulent bénéficier des aides. Et donc probablement qu'on va vers une production de logements à loyer modéré qui va croître dans les mois et années à venir. Je voulais rebondir, effectivement, ça serait super si on pouvait être partout. Après, effectivement, on propose une gestion locative de proximité, donc il faut pouvoir être proche. Donc après, il y a un problème d'effectifs et de moyens pour avoir les effectifs pour pouvoir effectivement réaliser cette gestion locative adaptée dans des secteurs où nous ne sommes malheureusement pour l'instant très peu implantés. Je crois que c'est fini. Bon, c'est fini, paraît-il. Une dernière question. Oui, merci. J'avais juste une question pratique, parce qu'on voit bien qu'il y a une démarche forte quand même des propriétaires d'engagement. Est-ce que ça suppose aussi une exclusivité sur ces logements-là de la part de vos organismes? Est-ce qu'ils sortent de la location immobilière, on va dire, classique, celle qui est plus connue, pour ne passer que par vous, ou elle peut être dans les deux cas Non, je pense que si vous voulez, nos structures, en tout cas, ne sont pas dans un champ concurrentiel avec les agences de droit commun qui font très bien leur travail, qui gèrent des... Il faut bien comprendre que ISBA, j'ai partenu tout à l'heure 250 logements, nous 350, ça fait 600 logements. Par rapport au parc géré par les agences de droit commun, c'est très peu. Donc on n'est pas du tout sur le même champ, même si on fait de la gestion locative, comme l'a rappelé ma collègue tout à l'heure, avec toutes les contraintes que ça a, on est sur un autre positionnement. Maintenant, sur la question de l'exclusivité, les propriétaires d'abord vont où ils le souhaitent. Ce qu'on peut dire, c'est que le législateur nous a effectivement mis un atout de notre côté, je veux bien le reconnaître, c'est que si un propriétaire veut bénéficier du dispositif d'intermédiation locative avec l'abattement dont on a parlé, il doit passer par une structure agréée, en l'occurrence ISBA ou nous,
pour la gestion locative. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, je dirais, une sorte d'exclusivité pour bénéficier de ce dispositif-là. Alors cette fois, c'est vraiment fini, paraît-il. Merci beaucoup.